Voici quelques histoires courtes de faits réels qui se sont peut-être produits près de chez vous. Je l'ai tué parce que je voulais finir ma partie. Call of Duty, c'est toute sa vie. Entre son bébé et sa console de jeu, il a vite choisi. Les yeux rivés sur l'écran, Jordan Lee triture frénétiquement la manette de sa console. Des hordes d'ennemis jaillissent, courent sous les tirs et tombent fauchés dans un fracas de mitraille et d'explosions. Assis près de lui, sur le canapé du salon, son frère Daniel l'observe avec consternation. Voilà des heures que Jordan, 28 ans, joue à ce foutu jeu vidéo, comme un gamin. Excédé, Daniel attrape son téléphone et envoie un message à Jade, sa belle-sœur. Jordan a beau être mon frangin, je le trouve lamentable comme père. Ça me désole. La réponse s'affiche dans la minute. S'il te plaît, assure-toi qu'il ne fasse pas de mal au bébé. Si Jade s'inquiète ce 3 décembre 2020, c'est parce que Jordan Lee, son compagnon, est censé veiller sur leur fillette de 4 mois. Et que ça ne la rassure pas. Elle a dû partir tôt pour prendre son service d'infirmière à l'hôpital, mais elle aurait préféré rester. La petite Willow n'allait pas bien. Elle avait fait un peu de fièvre, après avoir passé une mauvaise nuit. Comme tous les bébés, elle fait ses dents. La chose réconfortante pour Jade, c'est que ce matin-là, Daniel, son beau-frère, reste à la maison lui aussi. Il partage avec eux leur pavillon de Blackpool, sur la côte nord-ouest de l'Angleterre. Et la jeune femme sait qu'elle peut compter sur lui. De fait, c'est Daniel qui s'est occupé de la petite après le départ de sa mère. Il lui a mis un peu d'eau fraîche dans la bouche pour la calmer. Il lui a fredonné des chansons. Il l'a bercée longuement. Et enfin, miracle, malgré le boucan du jeu vidéo, Willow a fini par s'endormir. Daniel, soulagé, la dépose sur le canapé pour que son père puisse la surveiller. Puis, il monte dans sa chambre à l'étage lire un bouquin. Le répit sera de courte durée. Une voix furibarde s'élève soudain au rez-de-chaussée. « Bon sang, elle va pas se taire, c'est à devenir dingue !» Des cris, des pleurs de nourrissons se font entendre. La petite s'est réveillée. Daniel dégringole l'escalier. Il découvre sa nièce qui hurle, le visage écarlate, les yeux pleins de larmes, et son frère au bord de la crise de nerfs. Jordan jure, trépigne, balance sa télécommande par terre. Il est en train de perdre. Il ne peut plus se concentrer. « Je vais la prendre un peu si tu veux », propose Daniel. Il se fait rembarrer sèchement. « Dis donc mec, c'est ma môme, pas la tienne !» D'un geste exaspéré, Jordan attrape Willow par une cheville et la secoue, la tête en bas, avant de la lâcher sur les coussins du canapé. « Comme ça, elle va peut-être comprendre !» Daniel est effaré. Qu'est-ce que la petite pourrait comprendre? Elle a 4 mois. À la même seconde, il reçoit un texto. C'est Jade. Comment ça se passe? Pour ne pas l'affoler, il répond juste que Jordan est énervé, que Willow pleure beaucoup. Quelques instants plus tard, son frère regarde à son tour son portable. Jade vient de lui envoyer un message à lui aussi. « Si tu as besoin d'une pause, je peux dire à maman de passer. » Est-ce par fierté? Parce qu'il ne veut pas reconnaître qu'il ne s'en sort pas? Jordan Lee refuse. « Pas la peine, tout va bien, » répond-il. Sauf que non, tout ne va pas bien. Willow s'étrangle dans ses larmes et son père est en train de péter un câble. Daniel remonte dans sa chambre et décide d'enregistrer ce qui se passe sur le Snapchat. Il fera écouter l'enregistrement à Jade et ainsi au moins, elle ne confiera plus Willow à la garde de son père. En bas, la fillette sanglote, de plus belle. « La ferme !» braille Jordan. « Tu m'entends, la ferme !» Willow est comme un poupon de chiffon. Les cris du bébé se font de plus en plus stridents. Puis, il y a un bruit sourd, comme un choc, et les pleurs s'arrêtent net. Dans le silence qui suit, Daniel entend la voix de Jordan, tout à coup changée, tremblante. « Willow? Willow, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as ?» À nouveau, Daniel dévale l'escalier 4 à 4. Dans le séjour, la scène qui se présente à lui est tragique. Jordan Lee, livide, l'air ahuri, tient le bébé dans ses mains. Willow est inerte, comme une poupée de chiffon, la tête basculée en arrière. Daniel la prend dans ses bras, épouvanté. « Mais qu'est-ce que tu as fait ?»« Rien, je te jure, elle est tombée du canapé.
Sa tête a dû heurter la télécommande ou un autre truc. Les deux frères appellent les secours. Bientôt, une ambulance se gare devant leur maison, mais l'état de l'enfant est gravissime. Les secours ne peuvent rien faire sur place. La petite Willow est évacuée de toute urgence vers l'hôpital Victoria de Blackpool. Dans une ultime tentative pour la sauver, elle sera transférée le lendemain à l'hôpital pour enfants de Liverpool, où elle mourra 3 jours plus tard, le 6 décembre. Le 19 juillet 2021, le procès du père déplorable s'ouvre devant la cour de justice de Preston, dans le Lancashire. Jordan doit répondre de la mort de sa fille Willow, survenue alors qu'elle était sous sa garde. Mais il nie toute responsabilité dans ce qui est arrivé. Pour lui, c'était un accident. Que s'est-il passé exactement ? Lui demande Maître Johnson, l'avocat des parties civiles. J'ai entendu un bruit, j'ai tourné la tête et j'ai vu Willow par terre, le visage contre le tapis. Qu'avez-vous fait ? Je l'ai relevée, mais elle était inerte. Elle ne tenait pas sa tête. J'étais terrifiée, je ne savais pas quoi faire. Avec mon frère, on a appelé le secours. Avez-vous rudoyé votre enfant, ce jour-là ? J'ai dû lui dire « Tais-toi, Willow » et élever un peu la voix, c'est tout. C'est tout ? Ce n'est pas le souvenir qu'a gardé Samantha Holmes, la voisine. Elle a entendu choquée les cris de la petite qui pleurait et les beuglements de son père qui lui hurlait dessus. À un moment, il a vociféré « Ferme-la ou je vais te massacrer !» Ensuite, il y a eu des bruits sourds et le bébé a arrêté de crier. Peu après, j'ai vu arriver l'ambulance et la police. Samantha Holmes ne peut retenir ses larmes. C'est terrible. Il n'était là que depuis quelques mois. Je voyais la maman promener son bébé dans sa poussette. Elle avait l'air tellement heureuse. On diffuse à l'audience l'enregistrement effectué par Daniel, le frère de l'accusé, le jour du drame. Un élément de preuve accablant. Pendant de longues secondes insoutenables, on entend la petite Willow hoqueter, suffoquée de terreur, et son père brailler et la menacer hystérique. Puis, il y a le fameux choc sourd, atroce. Puis le silence glaçant. Vous prétendez toujours ne pas avoir été violent avec votre fille ? Demande la juge Noémie Ellenbogen. Je me suis peut-être énervée parce que je voulais terminer ma partie, mais je ne lui ai jamais fait de mal. Elle est tombée du canapé, c'est tout. Le médecin légiste démolit ce mensonge en quelques phrases. L'enfant présentait un traumatisme crânien qui a provoqué une hémorragie et des lésions cérébrales catastrophiques. Elle avait aussi des hématomes sur toute la partie gauche du visage. C'est un bébé qui a été secoué avec une rage destructrice. On lui a attrapé la tête et on l'a frappé contre un mur. Jade, la mère inconsolable, vient dire à la barre son horrible sentiment d'impuissance, ses regrets, sa culpabilité et son chagrin éternel. Willow était un bébé merveilleux, une perfection. Je suis tombée folle de ma petite fille le jour où elle est venue au monde. Jamais je n'oublierai les moments que nous avons vécus ensemble. Son absence est cruelle, elle me manque tellement. La jeune femme s'interrompt, vaincue par les larmes, et retourne à sa place, entourée par les siens. La conclusion de la juge Noémie est sévère. Jordan Lee, vous avez tué votre fille parce qu'elle faisait du bruit et que ça vous empêchait de jouer à un jeu vidéo. Et vous avez ensuite inventé cette histoire d'accident parce que la vérité était trop inavouable. Je regrette que vous n'ayez pas exprimé de remords, que vous n'ayez pas demandé pardon à votre compagne pour le mal que vous lui avez fait. Rendu coupable du meurtre de sa fille, l'accusé a été condamné à la perpétuité avec une peine de sûreté de 16 ans. Il aura désormais tout le temps de jouer dans sa cellule à ses jeux de guerre. Le mystère des pieds qui dépassent. Après la disparition d'Étiennette, les policiers avaient fouillé toute la maison. Et pourtant, Châtellerault. Le temps est sec mais très froid. Il est 9h30 lorsque Florence se gare devant la maison de ses parents à Châtellerault. Comme d'habitude, elle donne un léger coup de klaxon pour annoncer son arrivée. En général, sa mère sort tout de suite à sa rencontre. Mais ce jeudi 7 janvier, la porte reste close. Florence sonne, puis appelle sur le téléphone fixe sans plus de succès. Bizarre mais pas si inquiétant. Sa mère Étiennette et son père Michel sortent parfois se balader,
ou faire des courses. Elle sait aussi que ces deux-là sont de plus en plus imprévisibles. Les voisins en savent quelque chose. Un sacré couple, les Pasquier. Ils ont emménagé là quand Michel, employé dans une quincaillerie, a pris sa retraite. Étiennette, elle, s'est occupée de leurs 5 enfants. Les 2 septuagénaires, qui s'appellent entre eux papa et maman, sont à la fois attendrissants et hauts en couleur. Étiennette a l'air d'une crevette avec ses 36 kilos, mais elle a toujours la gueulante facile. Michel, lui, est encore costaud, mais toujours aussi bonne pâte, voire bonne poire. En général, il baisse la tête dès qu'Étiennette hausse le ton. 50 ans de mariage que ça dure. Mais aujourd'hui, Michel a 78 ans et un Alzheimer avancé. Étiennette, 71 ans, voit de plus en plus mal et sa mémoire flanche. Elle radote, fait des tas de mauvaises herbes qu'elle arrache dans son jardin sans raison apparente. Elle sonne aussi très souvent chez ses voisins, parfois simplement pour demander l'heure, sous prétexte qu'elle ne peut pas se fier à celle que lui donne son mari. L'été dernier, on l'a carrément retrouvée allongée sur son perron, seulement vêtue d'une petite culotte. Elle voit de plus en plus mal et sa mémoire flanche. Fait-elle comme Michel un début d'Alzheimer? Dur à dire, car elle refuse de consulter un spécialiste. Et dans le quartier, à force, on ne fait même plus gaffe à leur lubie. On sait que 2 de leurs enfants, Florence et Bruno, s'en occupent très bien. Ce même 7 janvier, justement, à 16h30, Florence retourne sonner chez ses parents. Pas de réponse. Cette fois, elle enjambe le muret, passe par le garage à l'arrière, traverse le sous-sol encombré de tout un bric-à-brac et grimpe l'escalier jusqu'au rez-de-chaussée. Son père est là, assis, seul dans la cuisine. Il a l'air complètement à l'ouest. « Où est maman ?» l'interroge Florence. « Je ne sais pas », répond le vieil homme, les yeux dans le vague. Elle va voir dans leur chambre, mais la pièce est vide, à l'exception de Junior, le setteur noir et blanc de la maison. Une paire de lunettes cassées traîne sur le lit. Celle de son père, le vieil homme, n'a pas bougé de la cuisine. « Elle est où, maman ?» insiste-t-elle. « Elle est partie. »« Depuis quand ?»« Je sais pas. » Florence inspecte toute la maison, du sous-sol jusqu'au grenier, et rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sa mère n'est-elle pas rentrée? L'énigme commence, et personne ne peut encore en deviner l'issue, tant elle est inimaginable. Il y a pourtant urgence. Étienne est fragile. Florence prévient le commissariat de Châtellerault, qui envoie une patrouille chez ses parents. Mais le flic se contente de faire une ronde sans même mettre les pieds dans la maison. Le lendemain, Florence insiste auprès des policiers, mais l'accueil est glacial. « On vous a dit qu'on s'en occupait. Vous n'allez pas venir tous les jours. » Il y a pourtant urgence. Étiennette est fragile. Elle a des médicaments à prendre, sans compter qu'il fait très froid, et que, perdue quelque part dehors, elle ne survivra pas longtemps. Agacée, Florence retourne route de l'Encloître, interroger les riverains. Dans le même temps, son frère Bruno poste un avis de recherche sur sa page Facebook avec une photo de leur mère. Le lendemain, samedi 9 janvier, son portable sonne. C'est un policier de Châtellerault. Le ton est sec. « C'est vous qui avez posté ça sur Facebook ?» Bruno se fait à moitié engueuler, mais au moins, il obtient qu'une patrouille vienne l'après-midi même sur place. Le premier flic entre dans le pavillon, appareil photo en main, tandis que le second inspecte le jardin. RAS. Au bout d'un certain temps, ils repartent, sans même se rendre compte qu'ils tiennent entre leurs mains, littéralement, la clé du mystère. Les jours passent sans réponse. Le 2 février, Michel est hospitalisé suite à une lourde chute et les médecins constatent que son Alzheimer s'est aggravé. En l'absence d'Étiennette, pas question de le laisser seul dans la maison. Le 6 février, Bruno et Florence y retournent donc pour mettre de l'ordre. Le petit Angelo, 5 ans, les accompagne. Pendant que sa mère et son oncle commencent à vider les placards, le gamin dessine dans le salon, furette dans le jardin, cherche de quoi s'amuser dans le garage. Le soir, alors que Florence vient le border dans son lit, Angelo lui dit soudain « Maman, j'ai vu quelque chose de bizarre chez papy et mamie. »« Qu'est-ce que tu as vu ?»«
Je crois que c'est les jambes et les pieds de mamie en bas dans le garage. Quoi? Mais pourquoi tu n'as rien dit? J'avais peur que tonton Bruno fasse un malaise. Florence est abasourdie. Couvre-feu oblige, pas question d'aller vérifier à cette heure-là. Ce n'est donc que le lendemain qu'elle se rend chez ses parents, la peur au ventre. Pour ne pas être seule, elle demande à une voisine de l'accompagner. Les deux femmes descendent dans le garage, encombré du sous-sol. Avec le flash de son téléphone, Florence balaie la pièce. Un barbecue rouge et 2 bouteilles de gaz masquent en partie une table de jardin. Soudain, elle se fige. Elle vient d'apercevoir 2 pieds qui dépassent, allongés sur le dos, en pantalon noir et chaussettes grenat, main droite sur le ventre et l'autre bras le long du corps. C'était Tiennette. Mais comment est-ce possible? Les policiers sont censés avoir passé la maison au peigne fin 1 mois plus tôt. Quelqu'un aurait donc ramené entre-temps le corps dans le garage? Mais quand? Comment? Pourquoi? D'une main fébrile, Florence compose le numéro du commissariat. Ne touchez à rien, on arrive de suite. 5 minutes plus tard, une première voiture déboule, puis la police scientifique, bientôt suivie de la PJ de Poitiers et du procureur. Vers 19h, une fois le corps emporté dans l'ambulance et les scellés apposés, Florence passe chez Bruno lui annoncer la terrible nouvelle. Cette fois, il n'y a plus rien à espérer. Leur mère est morte. Mais encore, ignore-t-il que, dans le plus grand secret, le parquet de Poitiers vient d'ouvrir une information judiciaire pour meurtre. Le 4 mars, Bruno est donc un peu étonné de se voir convoqué par la PJ de Poitiers. Un officier lui tend une photo. Il s'agit d'un des clichés pris début janvier par les premiers policiers venus sur place. « Vous ne voyez rien de bizarre sur cette photo ?» lui demande l'enquêteur. Bruno regarde attentivement. Il finit par distinguer un pied qui dépasse sous la table. Derrière les bouteilles de gaz? Ce que ça veut dire, que personne n'a jamais remis le corps ici. Il était là depuis le début. Il semble qu'il y a eu un problème lors des premières constatations, poursuit l'homme de la PJ. Le boulot a été mal fait. Et cela n'explique pas de quoi notre mère est morte, se désole Florence. Leur père était a priori seul dans son pavillon avec Étiennette. Aurait-il pu la tuer dans un accès de démence? Papa est costaud, concède Bruno. Il a très bien pu la tuer et déplacer le corps au sous-sol, sans même s'en souvenir. Depuis, Florence et Bruno n'en savent pas beaucoup plus. 1 an après la mort d'Étiennette, le mystère reste entier. La poupée vivante du placard. Elle a accouché d'un enfant mort-né. Mais alors, d'où proviennent ces pleurs? Léra, 3 ans, est une petite fille spontanée et attachante. Ce matin de juin 2020, dans sa classe de maternelle, elle explique à la maîtresse. « Nous, à la maison, on a une poupée vivante. Elle est dans le placard, mais il ne faut le dire à personne, c'est un secret. » L'institutrice caresse les boucles blondes de la gamine, interloquée. Il y a 1 mois, la famille de cette petite fille a vécu un drame. Sa maman a accouché d'un enfant mort-né. Léra s'est-elle inventé un bébé imaginaire pour surmonter son deuil? Pauvre gosse, et surtout pauvre maman, dont l'histoire attendrirait n'importe quel cœur. Yuli Zikova, la mère comptable dans une centrale électrique, a vécu 10 ans aux côtés d'un mari alcoolique et violent. Puis, on lui a diagnostiqué un cancer des glandes salivaires. Mais Andrei, le mari, ne se voyait pas avec une femme malade. Au début 2020, il divorce et prend une jeune épouse plus jeune. Yulia encaisse sans broncher. Restée seule avec son fils, Matvei, 13 ans, et sa petite Léra, elle emménage au 5e étage d'un immeuble du centre-ville de Kapinsk, à l'ouest de la Russie. Elle y met un coup de peinture et reprend le fil de sa vie. Mais la nouvelle catastrophe. La jeune femme découvre qu'elle est enceinte de 5 mois. Elle rappelle Andrei, mais qui l'envoie balader. Alors elle fait face toute seule, une fois encore. Mais le sort s'acharne. Le bébé naît mort-né. Yulia se remet mal. Elle est pâle, défaite. C'est l'époque où la petite Léra évoque la poupée vivante. En octobre 2020, Yulia
invite des amis et des collègues à prendre un verre chez elle, l'occasion de les remercier de leur soutien et de fêter ses 37 ans. L'ambiance est joyeuse. Dans la soirée, Yulia sort prendre l'air sur le balcon. Une amie la rejoint. Les deux femmes fument une cigarette en discutant. À l'intérieur, Olga, une collègue, bavarde tranquillement quand un cri lointain lui fait dresser l'oreille. On dirait les pleurs d'un bébé. Elle sort sur le balcon. « Je rêve ou quoi? Il y a un bébé qui pleure ?» Yulia secoue la tête. « C'est la poupée de ma fille qui se déclenche toute seule, ne t'inquiète pas. » Mais les pleurs continuent. Intriguée, Olga se faufile dans le couloir. Pas de doute, il y a bien un bébé qui pleure. Ça vient de la chambre de Yulia. Après une hésitation, elle pousse la porte. Personne. La pièce est parfaitement rangée. Et pas de bébé. Elle est trompée. Elle va repartir quand les pleurs reprennent. Pétrifiée, Olga comprend qu'ils viennent d'un placard intégré au mur de la chambre. Elle l'ouvre. C'est une penderie. Les vêtements de Yulia sont suspendus à des cintres. Mais au bas du coffrage, une minuscule créature est couchée sur le dos. C'est un bébé, si maigre qu'on dirait une momie. Ses jambes le ressemblent à des allumettes plantées dans sa couche souillée, 3 fois trop grande. Ses yeux semblent énormes sur son visage émacié, et sa peau est d'une pâleur cadavérique. On dirait un mort vivant. Et pourtant il respire. Il pousse des petits cris semblables à des miaulements de chatons. Éprouvée, Olga appelle à l'aide. Ses cris alertent les invités qui accourent. « Que se passe-t-il » Yulia se précipite, livide. Elle découvre l'attroupement devant sa porte et reste tétanisée, incapable de répondre aux questions. Son secret a été découvert. Rapidement, des ambulances et des voitures de police déboulent devant l'immeuble. Les invités sont sous le choc. Ils sont évacués au salon. Pendant qu'on les interroge, les médecins prennent le minuscule bébé en charge. C'est une petite fille. Elle doit avoir 6 mois, mais elle est totalement famélique et déshydratée. Elle ne pèse que 3 kilos, alors qu'elle devrait en afficher le double. Sa peau blême et ses yeux clos laissent deviner qu'elle n'a connu que ce placard, sans jamais voir la lumière du jour. Il faut l'hospitaliser de toute urgence. Stupéfaits, les voisins voient un hélicoptère se poser devant l'immeuble et un pompier y emmener un minuscule paquet dans les bras, emmailloté dans une couverture de survie. Conduite au commissariat, Yulia reste d'abord murée dans le silence. Puis, elle accepte finalement de raconter son histoire. D'une voix basse et hachée, elle explique que peu après leur divorce, Andrei est venu frapper chez elle, prétendument pour voir les enfants. Mais la porte à peine refermée, il s'est jeté sur elle et l'a violée. Après son départ, Yulia n'a rien dit à personne. Elle voulait simplement effacer ce moment de sa mémoire. Mais 5 mois plus tard, quand son ventre s'est arrondi, elle s'est effondrée. Il était trop tard pour avorter. Elle a contacté Andrei, mais il lui a dit de se débrouiller et lui a raccroché au nez. Alors elle a menti. Elle a raconté à tout le monde que le bébé avait été conçu avant leur séparation. Elle a fait comme si tout était normal, comme si sa grossesse était suivie, mais en réalité, elle a accouché seule dans sa salle de bain. La petite Paulina est née. Elle l'a mis dans le placard pour ne plus voir cet enfant du malheur. Ce soir-là, elle a expliqué à ses 2 grands qu'une amie lui avait confié un bébé et qu'elle devait le cacher. À ses proches, à ses collègues, elle a raconté que le bébé était mort-né. Elle pensait que de toute façon, il ne survivrait pas longtemps, mais elle n'avait pas imaginé que quelqu'un allait prendre soin de la petite Paulina, dans l'ombre. Matvei, son fils. L'adolescent de 13 ans a vite compris que ce bébé allait mourir si personne ne s'en occupait. Alors chaque matin, après le départ de sa mère, il a commencé à nourrir la fillette en secret, en lui donnant ce qu'il avait sous la main, du pain, de l'eau, du lait, des biscuits bouillis. Il changeait sa couche, la berçait pour qu'elle s'endorme. Sa sœur, Léra, le regardait faire, les yeux écarquillés. La poupée vivante. À chaque fois, Matvei respectait à sa cadette de ne surtout rien dire. Il fallait qu'elle garde le secret. Interrogé par les policiers, l'adolescent explique qu'au début ça allait, mais peu à peu Paulina s'est mise à maigrir. Elle détournait la tête et refusait toute nourriture. Il ne savait plus quoi faire. Tous les jours, il avait peur de la retrouver morte.
En revanche, à aucun moment, il n'a imaginé qu'il s'agissait de sa petite sœur. Il croyait vraiment que c'était le bébé d'une amie. Yulia est conduite en prison. On lui fait passer des tests pour évaluer sa santé mentale. Les enfants de leur côté sont confiés à leur grand-mère. Le reste de la famille demeure sous le choc. Dans quelle détresse faut-il se retrouver pour en arriver là? En Russie, ce fait divers suscite aujourd'hui des débats enflammés. Yulia est-elle coupable ou victime? Une émission de télé a même été consacrée à l'affaire. Ce soir-là, face aux caméras, Andrei, l'ex-mari brutal, a l'aplomb de venir témoigner. On le coiffe d'électrodes reliées à un détecteur de mensonges. « Battiez-vous régulièrement votre femme ?» lui demande le présentateur. « Oui, » répondit-il, provoquant la huée du public. « L'avez-vous violée ?»« Non. »« Mais le polygraphe s'agite, c'est un mensonge. »« Vous a-t-elle informé qu'elle était enceinte ? » ?»« Non. D'ailleurs, je suis convaincu que cet enfant n'est pas de moi. » Nouvelle oscillation du bras mécanique, mensonge encore, et comme un écho de résultat, des tests ADN apparaissent à l'écran. Paulina est bien sa fille. Le triste personnage quitte l'émission sous les insultes. À l'heure où nous lisons ces lignes, Paulina venait de sortir des soins intensifs à l'hôpital d'Ekaterinbourg. Grâce aux attentions du personnel, elle a repris progressivement des forces et n'est plus en danger de mort. Les médecins ignorent si elle gardera des séquelles. Mais avant de pouvoir la confier à une maman d'adoption, il faudra que la justice retire à Yulia son autorité parentale, et cela pourrait traîner. Le 6 mai dernier, la petite fille a fêté son premier anniversaire. Elle a reçu plein de jouets du personnel de l'hôpital, et pour la première fois, les infirmières l'ont vue sourire. Après un passage en détention provisoire dans une unité psychiatrique, Yulia a été jugée en septembre dernier. Elle a expliqué à la barre qu'elle avait beaucoup de regrets et souhaitait désormais élever sa fille. Les jurés rendront leur verdict dans les prochaines semaines. Mais Matvei et Lera la réclament tous les jours. Pour les deux enfants, peu importe ce qu'on lui reproche, c'est leur maman et elle est irremplaçable. Le carton de l'horreur. Elle a soigneusement emballé toutes ses affaires, mais pas que. 2, 3, 25, c'est là. Au bas du numéro 27, la camionnette se gare avec application. C'est un immeuble de 4 étages à la façade de briques rouges, semblable à tous ceux de la rue Jean Jaurès. Pas vraiment attrayant le coin, mais quelle importance. On n'est pas là pour faire du tourisme. Là-haut, les cartons sont prêts. Pas beaucoup de meubles dans ce petit studio. Quelques bricoles. Au premier coup d'œil, les gars ont compris. Ce ne sera pas le déménagement le plus fatigant de leur vie. Allez au boulot. On empoigne un premier chargement, puis un autre. La cliente, Amanda B., si l'on en croit ses mails, les regarde faire, l'œil vide et les bras ballants. Comme ailleurs. Elle n'a pas l'air en forme du tout. Avec ce qu'ils sont payés et en plus, au black, ils ne sont pas là pour poser des questions et jouer les assistantes sociales. Remplir le camion, vider le camion, c'est tout ce qu'on leur demande. Et s'entraîner en route. En ces débuts d'année 2021, les temps sont durs pour tout le monde. N'empêche, pour Amanda B., ils le sont particulièrement. Voilà déjà plusieurs années que tout va de travers. Le rythme infernal de sa grosse multinationale a fini par avoir sa peau. Épuisée, elle a lâché. Ensuite, la dépression, les médocs, les nuits sans sommeil, le manque d'argent aussi. Amanda, désormais sans emploi, ne peut garder son studio du Pré Saint-Gervais. À 41 ans, elle doit retourner vivre chez sa maman, là-bas, en Seine-et-Marne. Ces maigres cartons qu'elle regarde descendre, misérables, par la cage d'escalier, sont le symbole de son échec. Ouch la vache! En voulant se charger, à lui seul, du carton de la télévision, un des hommes a failli se faire un tour de rein. Il était surpris par le poids. Un écran plat, comme indiqué sur la boîte, ça soulève d'une main de nos jours. Qu'est-ce qu'elle a bien pu emballer là-dedans, la cliente, à grand renfort de ruban adhésif? Un âne mort? De la fonte? Quoi qu'il en soit, le type retrousse ses manches et la télé rejoint bientôt l'arrière du fourgon. Là-haut,
Amanda jette un dernier regard sur son studio désert, puis éteint la lumière. Voilà 2 jours qu'il pleut sans discontinu sur le Mai-sur-Seine. Au fond d'une zone résidentielle, aussi impersonnelle que son ancien quartier, Amanda B a trouvé refuge chez sa mère, dans un pavillon plutôt récent, avec jardinet à l'avant et petite cour sur l'arrière. Signe qu'elle est loin d'aller mieux, elle a laissé ses cartons à l'extérieur, sous la flotte, là où les déménageurs pressés les ont empilés. Et c'est toute sa vie qui maintenant prend l'eau, sans qu'elle réagisse. Tout un symbole encore. Son frère venu en visite n'en revient pas. « Regardez-moi ça !» La pluie imbibe les cartons et en a éventré plusieurs, qui répandent sur le sol de la cour une bouillie marronasse. Pauvre Amanda, elle qui prenait tellement soin de ses affaires jadis. Et maintenant, ce gâchis, il y a même une télé. L'adhésif commence à bâiller. Les pans de l'emballage s'entrouvent. Si la pluie s'est infiltrée à l'intérieur, c'est bien 500 € de foutu. Le frangin risque une main dans la boîte pour vérifier l'état du contenu, mais il la retire avec un cri. Ce n'est pas le coin d'un écran qu'il a touché à l'intérieur. C'est un visage glacé, une touffe de cheveux trempés. Un cadavre ? Dans le pavillon maternel, c'est la panique. Un mort dans la boîte de la télé. C'est invraisemblable. Amanda, pourtant, n'a pas l'air surprise. Bien sûr qu'il y a un cadavre, c'est elle qui l'a mis. Et tandis que la pluie d'hiver bat les vitres du pavillon, la jeune femme se lance dans un atroce récit. Quand le dénommé Costel est entré dans sa vie il y a environ 1 an, ça n'allait déjà pas fort. Elle crut qu'il allait la sauver, la sortir du trou. Mais très vite, le gentil garçon des débuts a laissé place à un tyran. Costel lui emprunte de l'argent, des petites sommes d'abord, puis de plus en plus. Combien ? Près de 150 000 €, l'intégralité de ses économies, provenant de l'héritage de sa sœur décédée. Diminuée par la dépression, Amanda trouve malgré tout la force de rompre. Puis arrive le funeste vendredi 22 janvier. Ce soir-là, sous l'effet des antidépresseurs, elle s'efforce de boucler ses cartons quand on sonne à la porte. C'est Costel qui est venu la relancer, la harceler. D'un coup d'épaule, le type, qui pourtant n'est pas bien épais, force la porte et déboule au milieu de la pièce. Terrorisée, Amanda cherche de quoi se défendre, saisit sa bombe lacrymogène, envoie un premier jet au visage de l'intrus, puis un autre, et encore, en pleine figure. Elle ne s'arrête qu'une fois le gaz épuisé. Costel gît à terre, au milieu des cartons, inerte. Une douche froide échouera à le réveiller. Il est mort. 2 jours durant, tel un automate, Amanda continue à remplir ses cartons. Elle a trouvé sur Internet le contact des déménageurs. Elle doit vider le studio, vider sa vie. Mais le cadavre en colocation, qu'en faire ? C'est là qu'elle a eu cette idée, comme elle l'explique aux policiers du commissariat de Melun, où sa mère l'a conduite presque par la main. Ce grand carton, qu'elle gardait à la cave, assez grand pour y coucher Costel en position fétale, et on connaît la suite. Le déménagement s'opère sans encombre. Tout dans les aveux d'Amanda transpire la sincérité. Jusqu'au casier judiciaire de Costel, un Roumain de 37 ans, déjà connu des services de police, pour une affaire d'abus de faiblesse. L'antenne de la PJ de Versailles à Melun, qui a hérité de l'affaire, ne devrait pas avoir de mal à boucler son enquête. Mise en examen et écrouée à la prison de Fresnes, Amanda, qui demeure présumée innocente, a pris possession de ses nouveaux quartiers. Ses affaires personnelles, à ce qu'on en sait, tiennent dans un carton. On la croyait disparue, loin, et elle était là, emmurée chez elle. Elle était prisonnière d'un tombeau de béton. Le garage de l'horreur. Samir le sait, il est le suspect numéro 1. Ce mercredi 7 avril, voilà 2 mois que sa compagne Aurélie, 38 ans, reste introuvable, et les gendarmes fouillent à nouveau leur maison de Bédarieux dans l'Hérault. Ils sont venus avec des chiens spécialisés dans la recherche des corps et un géoradar, dernier cri, pour sonder les murs et les fondations. Les enquêteurs se concentrent sur le grand garage du rez-de-chaussée, une ancienne galerie d'art retapée par Aurélie. Son rêve d'y ouvrir un restaurant vegan, doublé d'une boutique de produits cosmétiques bio, semble désormais si loin. La pièce est toujours en travaux, et les chiens reniflent partout,
tandis qu'un gendarme promène le géoradar au sol. Soudain, au-dessus d'une petite estrade de bois et de béton, une cavité suspecte est repérée. L'appareil bip, tel un détecteur de mensonges. Il vient de confondre Samir, un homme qui balade son monde depuis le début. Le récit du suspect est incohérent. Les gendarmes ne sont pas vraiment surpris. Ils ont flairé l'embrouille dès l'instant où il est venu leur signaler la disparition de sa compagne, le 23 février dernier. Ce jour-là, le récit du jeune homme est incohérent. Il prétend être parti le 28 janvier dans l'Ain, seul pour voir ses 2 enfants, nés d'un premier mariage. Or, le frère d'Aurélie raconte tout autre chose. Selon lui, Samir était censé partir avec Aurélie pour qu'elle rencontre sa belle famille. Une autre incohérence se dessine à son tour. Samir, tout juste rentré de l'Ain, affirme avoir trouvé la maison conjugale vide. Il aurait alors reçu un texto d'Aurélie. « Ne dis rien à mon frère, ni à mes proches, je pars me ressourcer et écrire un livre. » Ce SMS existe bel et bien. Le problème, c'est qu'il date du 28 janvier, justement. 3 semaines plus tôt. Et il est truffé de fautes d'orthographe. Or, Aurélie n'en fait jamais. Dans tous les cas, cette histoire de fugue littéraire ne tient pas. Certes, Aurélie a déjà publié un premier livre sur Internet et en prépare un autre. Mais son ordinateur est toujours dans la maison, tout comme son chat adoré, Latika, qu'elle considère comme son enfant. D'après ses amis, elle ne serait jamais partie sans l'emmener. Aurélie et Samir ne se connaissent pas depuis longtemps. La jeune femme est tombée amoureuse quelques mois plus tôt en rencontrant Samir alors qu'elle souhaitait sous-louer une chambre de son appartement. Très vite, les 2 tourtereaux ne se lâchent plus et emménagent même ensemble dans une nouvelle maison, à Bédarieux. Plusieurs de ses proches tentent de la mettre en garde. Tout cela est un peu précipité, alors qu'elle ne sait rien de cet homme. Mais la jeune femme, trop amoureuse, refuse de se méfier. Déjà plusieurs condamnations. Ancien militaire, Samir a déjà été condamné plusieurs fois pour délit routier et vol. Un personnage inquiétant qui se dévoile sur la chaîne YouTube d'Aurélie. Bulle dorée. Dans l'une des vidéos, Samir se filme à la caisse d'un carrefour pendant le confinement. L'achat d'alcool après 18h est alors interdit. Il s'énerve, décapsule une bouteille de bière et la boit exprès devant une caissière. « Et voilà, on n'a pas le droit de boire des bières ?» s'énerve-t-il avant de sourire fier de lui. « Arrête !» lui dit Aurélie gênée. Sans doute comprend-elle déjà que Samir est un type incontrôlable. Mise en examen pour le meurtre de sa compagne, Samir intéresse désormais les enquêteurs dans le cadre d'une autre affaire, vieille de 20 ans. Celle du meurtre non élucidé de Magali Parr, une jeune femme de 19 ans, tuée et brûlée en 2001 dans l'Ain. Le portrait robot d'un suspect ressemble beaucoup à Samir. Depuis sa disparition, les enquêteurs listent patiemment toutes les incohérences, approximations et mensonges de Samir. Leur accumulation justifie cette nouvelle perquisition du mercredi 7 avril dans la maison du couple. Jusqu'à ce que le bip du géoradar dans le garage sonne la fin d'une trop longue comédie. L'appareil désigne la petite estrade. On commence par enlever tout ce qui est entassé dessus, notamment de nombreux cartons contenant les produits cosmétiques bio qu'Aurélie vendait sur les marchés. Puis, il dégage un matelas et un morceau de moquette qui laisse apparaître un parquet flottant double épaisseur. Sous les lattes, un coffrage de béton. Perceuse en main, l'un d'entre eux attaque le ciment. La mèche s'enfonce à peine que les chiens commencent à aboyer. Ils reniflent l'odeur de la mort. Le béton cède facilement. Tel un sarcophage, il révèle le cadavre d'une femme brune. Elle a un piercing et sur un poignet un tatouage, Narayan, le nom de l'ancien petit chat d'Aurélie. Il n'y a plus aucun doute, c'est elle. D'après une source proche de l'enquête, la piste d'une mort par empoisonnement ou étouffement à l'aide d'un oreiller est envisagée. À ce stade, Samir ne peut plus mentir. Le corps était dans son garage, mais l'homme ne doute de rien. Placé en garde à vue, il décide de jouer l'étonné. « Je ne comprends pas ce qui s'est passé, ni pourquoi on a retrouvé son corps dans la maison », affirme-t-il, sans ciller. « Je ne suis pas impliqué dans son décès. » Les gendarmes n'en tireront rien d'autre. Bien que présumé innocent, Samir a été mis en examen pour meurtre aggravé sur conjoint
et écroué. Depuis, l'enquête a révélé que le couple aurait connu de vives tensions peu avant la mort d'Aurélie, notamment en raison des travaux dans leur maison. La jeune femme voulait abandonner son projet de restaurant vegan et de boutique bio. Est-ce le mobile du crime? Son compagnon refuse d'en dire plus, mais c'est désormais lui qui risque de finir entre quatre parois de béton, et pour très longtemps. La fin du mystère après 6 ans de souffrance. L'adolescent s'était volatilisé sur le chemin de la piscine. Bagnols-sur-Cèze. Les pompiers en combinaison orange arrivent en haut du pont escarpé qui domine Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. Ils commencent aussitôt à déballer leur matériel. Sous le ciel d'été de ce jeudi 24 juin, le spectacle de la garrigue hérissée de falaises rocheuses est magnifique. Mais les hommes du groupe de reconnaissance et d'intervention au milieu périlleux ne sont pas venus admirer le paysage. Ils sont en service commandé. C'est le juge d'instruction de Nîmes, Déborah Cohen, qui les a convoqués. La magistrate en charge du dossier, Lucas Tronche, un adolescent disparu dans la région il y a 6 ans, a fait une troublante découverte. En épluchant le dossier, elle a constaté que ce python fouillé à de multiples reprises, à l'époque, n'avait été exploré qu'au sommet et à la base. Jamais personne n'en a ausculté le versant, uniquement accessible avec un équipement d'alpiniste. Les pompiers, après avoir assuré leurs cordes, se laissent glisser en rappel le long de la paroi rocheuse, parsemée de grottes et de failles dissimulées par la végétation. Une à une, ils les sondent, quand soudain, au bout d'une étroite crevasse en forme d'escalier, l'un d'eux aperçoit un morceau de tissu bleu. Rappelez-vous. C'était à la fin de l'hiver 2015, une affaire retentissante qui avait mobilisé des centaines de gendarmes, pompiers, légionnaires et bénévoles. Point de départ, le 18 mars. Ce mercredi-là, Valentin et Lucas Tronche, 2 frères de 17 et 15 ans, qui habitent Bagnols-sur-Cèze, ont prévu de se rendre à la piscine à Laudun-l'Ardoise. Leur maison est isolée dans la campagne et ils ont l'habitude de prendre leur trottinette pour rejoindre l'arrêt de bus situé à 1,5 km. À 17h10, l'aîné est prêt. Sac de sport à la main, il commence à s'impatienter. « Pars avant, je te rejoins !» lui lance Lucas. « Je fermerai la porte. » Mais à l'arrivée du bus, son frère n'est toujours pas là. Valentin l'appelle et tombe sur ce répondeur. Il lui envoie un texto. « Où es-tu » Pas de réponse. Pensant que Lucas a changé d'avis, il décide d'aller seul à la piscine sans plus s'inquiéter. À 20h, Nathalie Tronche, leur mère, les attend comme prévu à l'arrêt de bus. Elle est surprise de voir Valentin descendre seul du véhicule. « Où est passé ton frère ?» Il n'en sait rien. Aussitôt, la jeune femme s'affole. Après s'être assurée que Lucas ne se trouve pas chez un copain, elle signale sa disparition au commissariat. Envisageant tout de suite l'éventualité d'un accident, les policiers envoient des voitures de patrouille inspecter les environs, en vain. On imagine la nuit d'angoisse que passent Nathalie et son mari, Éric, alors que la chambre de leur fils demeure vide. Dès le lendemain, à l'aube, des dizaines d'hommes policiers, gendarmes, pompiers, appuyés par des légionnaires du 1er régiment étranger du génie, sont mobilisés sur le terrain. Ils sont bientôt rejoints par des équipes cynophiles et un hélicoptère. Tandis qu'ils arpentent la garrigue en tous sens, des plongeurs sondent les berges de la Cèze. Dans le même temps, un avis de recherche est diffusé dans les journaux, avec une photo de Lucas et la description des vêtements qu'il portait au moment de sa disparition. Un jean, un polo à manches longues, une doudoune et un sac à dos bleu marine orné de fleurs hawaïennes. L'affichette est bientôt placardée sur tous les carrefours de la ville. On explore bien sûr le piton rocheux qui se dresse au nord du village. Lucas avait l'habitude de s'y promener, seul ou accompagné de son père, pour y chercher des fossiles, sa grande passion. Mais toutes ces battues ne donnent rien. Que s'est-il passé? Une fugue? Vu le caractère équilibré de l'adolescent, bon élève et membre d'une troupe de scouts, l'hypothèse est écartée. Mais alors quoi? Un accident? Un suicide? Une mauvaise rencontre? En dépit de l'exceptionnel dispositif déployé sur le terrain, on ne trouve pas le moindre indice. Lucas s'est littéralement volatilisé.
Malgré les efforts des parents et de l'association Retrouvons Lucas, le mystère va s'épaissir durant 6 longues années. Le 7 juin dernier, sur M6, l'émission Appel à témoins médiatise l'affaire. Le standard de la chaîne reçoit 150 appels dans la soirée. Tous sont vérifiés, mais aucun ne permet de relancer l'enquête. Jusqu'à ce jeudi 24 juin, où la juge d'instruction, Deborah Cohen, on l'a vu, décide de faire appel aux hommes du GRIMP. Les pompiers, après avoir repéré le morceau de tissu, parviennent à prendre pied dans la crevasse. Il s'agit en réalité d'un lambeau de sac à dos. Tout autour, ils identifient des ossements et des restes de vêtements éparpillés au sol. Tandis que ces découvertes sont précieusement mises sous scellé, les explorations se poursuivent. Le lendemain, les pompiers découvrent les débris d'une montre, des chaussures, un blouson et un téléphone portable. Tous ces objets correspondent à ceux que possédait Lucas. Il n'y a plus guère de doute. Les restes macabres sont bien ceux de l'adolescent disparu. Ses parents, dont on devine l'émotion, postent un message sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui vient le temps du silence. Ce silence, autrefois assourdissant, est nécessaire pour nous permettre de nous recueillir. Nous n'oublierons jamais notre Lucas tant aimé. Mais l'enquête n'est pas close pour autant. Il va maintenant falloir déterminer ce qui lui est arrivé ce 18 mars 2015. Selon nos informations, les enquêteurs travaillent sur 3 pistes. D'abord celle de l'accident. Lucas, on l'a dit, avait l'habitude de se balader en haut de cette falaise, d'où il pouvait apercevoir la maison familiale. Il a pu faire un faux mouvement en s'approchant trop près du bord et basculer dans le vide. On ne peut pas non plus écarter la piste de suicide. Certes, Lucas donnait l'apparence d'un adolescent bien dans sa peau, mais l'enquête, il y a 6 ans, avait laissé apparaître quelques failles dans cette image un peu trop lisse. Stressé par les résultats scolaires, il se mettait beaucoup de pression. Il était par ailleurs harcelé par plusieurs élèves de son lycée, qui se moquaient de son crâne aplati sur l'arrière. Enfin, il aurait pu souffrir de tendances homosexuelles mal assumées. Ses parents avaient d'ailleurs noté qu'à l'époque, il avait du mal à s'endormir et semblait préoccupé par quelque chose dont il n'osait pas leur parler. La troisième et la dernière hypothèse est celle d'un rendez-vous qui tourne mal, ou d'une mauvaise rencontre. En haut de la falaise, quelqu'un l'aurait poussé dans le vide. Mais qui et pourquoi? Affaire à suivre.